2020, votre quart d'heure américain. Bonjour à tous, vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Bienvenue, je suis Antoine Boyer pour un nouvel épisode consacré à la crise du coronavirus. Après la côte ouest, le Michigan, la Louisiane et bien sûr New York, c'est à Washington, capitale américaine, que l'épidémie s'accélère. L'inquiétude est là, 1300 personnes ont été contaminées en une semaine et le nombre de cas confirmés dépasse désormais les 5000. À Washington, tous les journalistes français comme moi ont deux patries politiques. Les États-Unis de Trump, pays très décentralisé, où le président a finalement des pouvoirs bien limités, et la France d'Emmanuel Macron, État très centralisé. La vie de nos proches confinés dans l'Hexagone nous a plus que jamais incité à écouter le chef de l'État français et à comparer son action, son pouvoir, ses mots à ceux de Donald Trump dont vous entendez souvent parler pour ses déclarations parfois à peine croyables, comme lorsqu'il suggérait de s'injecter du désinfectant pour combattre le Covid-19. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute, and is there a way we can do something like that? By injection inside or... Tu connais des gens qui l'ont eu ? Oui, il y a un chanteur qui a eu le Covid-19. Ah, et il va mieux maintenant ? Non, il est mort. Oh là. Why are you opposed to wearing one yourself? Well, I just don't want to wear one myself. It's a recommendation, they recommend it. I'm feeling good. Nous sommes en guerre sanitaire certes, mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. We're at war. In a true sense, we're at war. And we're fighting an invisible enemy. Think of that. Pour cet épisode réalisé des deux côtés de l'Atlantique, de Washington à Paris, de la Maison-Blanche à l'Élysée ou presque, mon confrère de Binge Audio, Thomas Rozek, est à mes côtés, virtuellement seulement. Salut Thomas. Salut Antoine. Thomas qui anime le podcast d'actualité de Binge Audio Programme B. Thomas, ces derniers jours, on a été frappé par le décalage entre nos deux présidents dans certaines de leurs dernières apparitions publiques, par exemple le 5 mai. Oui, c'était saisissant cette image en miroir, un miroir quasiment inversé avec d'un côté Emmanuel Macron en visite dans une école avec un masque noir très marquant sur la figure et de l'autre Donald Trump en déplacement dans l'Arizona dans une usine de masques, là aussi, mais lui pour le coup et sans mauvais jeu de mots montrait un visage vraiment différent. Oui, le président américain, il a fait le tour de la chaîne de production de cette usine de masques à Phoenix, et tu sais, il était vêtu de son traditionnel costume, cravate rouge, il portait des lunettes de protection transparentes, mais pas de masque. Les ouvriers, eux, autour de lui, ils portaient tous des masques. D'ailleurs, les consignes stipulaient sur un écran de télévision de porter son masque à tout moment, mais le président, lui, non, il ne portait pas de masque. Et il y a une autre image saisissante de cette visite, c'est quand un responsable de l'usine a expliqué au président américain comment se fabriquaient les masques. Il n'avait pas de masque non plus lui-même. Et en fait, les deux hommes, ils ne respectaient pas la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à plus d'1,80 m l'un de l'autre, 6 feet away, comme on dit ici. Et la musique de fond, c'était un tube des Guns N' Roses qui s'intitule Live and Let Die, vivre ou laisser mourir, ce qui est finalement un cruel symbole puisque la pandémie de coronavirus a fait ici plus de 70 000 morts aux États-Unis. La menace, elle est toujours là, mais Donald Trump, lui, il veut à tout prix relancer la machine, refaire partir l'économie et il reconnaît que cela pourrait coûter des vies. I'm not saying anything is perfect, and yes, will some people be affected? Yes. Will some people be affected badly? Yes. But we have to get our country open and we have to get it open soon. Car Donald Trump a aussi novembre en ligne de mire. Avant la pandémie de coronavirus, il pouvait compter sur la bonne santé de l'économie en vue de sa campagne de réélection, mais la crise s'annonce terrible. Plus de 30 millions de personnes ont déjà demandé des allocations chômage en 1 mois et demi. Alors pour décrypter, décortiquer les faits et gestes du président américain, j'ai passé un coup de fil à Anne-Marie Camissa. Elle est professeure de sciences politiques ici à Washington, à l'université Georgetown. J'ai commencé par lui demander pourquoi, pour Donald Trump, il était si important de se déplacer à Phoenix dans cette séquence qu'on évoquait ensemble à l'instant. C'est clair qu'il a une personnalité singulière. Je pense qu'il n'aime pas rester immobile et comme le reste de l'Amérique, il en a un peu marre de rester chez lui avec ses mesures de confinement.
Mais c'est au-delà de ça, je pense. C'est le genre de personne qui se nourrit de l'énergie des grandes foules et à cause du coronavirus, il n'a pas été en mesure de tenir des meetings avec beaucoup de monde. Voyager, ça lui permet de dépenser son énergie, d'attirer l'attention. Il n'y a pas beaucoup de monde, ce n'est pas un meeting, mais au moins c'est une activité qui lui convient. Et c'est vraiment un président hyperactif. Contrairement à Emmanuel Macron, qui est souvent seul lorsqu'il s'adresse aux Français, le président américain a pendant des semaines parlé à la presse, entouré de membres de son administration et de scientifiques appartenant au groupe de travail contre le coronavirus, à défaut de ces meetings de campagne qu'il aime tant. Je pense que ces conférences de presse étaient utiles dans la mesure où le groupe de travail pouvait présenter des informations pratiques au public. Mais encore une fois, il s'agit de la personnalité du président Trump. Il aime être devant une foule, il aime être au centre de l'attention, et les conférences de presse lui en donnaient l'opportunité. C'est quelqu'un de grandiloquent. Il y rentre dedans, ferme, il attaque les gens et il aime être au centre de l'attention. Il y a tout ça dans ses conférences de presse. Le problème, évidemment, c'est que sa relation avec la presse est très conflictuelle. Et ça va dans les deux sens. La presse est aussi dans la confrontation à son égard. D'une certaine manière, il aime s'écharper avec les médias, mais d'un autre côté, c'était frustrant pour lui. Je pense que ça a un peu agacé et fatigué le public qui regardait ses conférences. Pourquoi pensez-vous qu'il a cessé de les faire? Est-ce que c'est à cause de la fois où il a dit aux Américains d'essayer de s'injecter du désinfectant pour combattre le virus? Pour être juste à son égard, il n'a pas exactement dit « essayez sur vous ». Il a pu penser à haute voix en se disant « Ah, si l'on peut utiliser du désinfectant sur les surfaces, peut-être que ça pourrait marcher sur nos poumons ». C'est pas une bonne chose à dire devant le peuple américain en donnant l'idée que « Waouh, si j'ingurgite du Lysol, ça pourrait nettoyer mes poumons ». Je ne crois pas qu'il voulait dire ça, mais c'était vraiment pas la bonne chose à dire devant ce groupe et la presse s'est moquée et l'a tourné en ridicule. Je crois bien que c'est pour ça qu'il a arrêté les conférences. Il en a eu assez de se sentir ridiculisé. En France, le président américain a l'image de quelqu'un de très puissant qui décide sur tout. Mais dans la réalité, le président des États-Unis est-il celui qui décide dans ce genre de crise? C'est très intéressant car les États-Unis sont dotés d'un système fédéral. Et dans ce système fédéral, il y a 50 gouvernements pour 50 États fédérés et puis le gouvernement national. Et chaque gouvernement fédéré est compétent sur son territoire. Le président est le commandant en chef, il est à la tête de la politique internationale. Pour la politique intérieure, il a un rôle de coordinateur. Nous n'avons pas du tout un gouvernement centralisé. Donc ce sont les 50 États qui prennent des décisions qui affectent leurs administrés au quotidien. Et ce sont les 50 États qui décident du confinement ou non sur leur territoire. Quel genre de commerce pourra rester ouvert? Et c'est une bonne chose car les 50 États sont différents. Certains États sur la côte Est, comme New York, ont été touchés très fortement. D'autres États au centre du pays, qui peuvent être plus ruraux, n'ont pas forcément autant de cas. Donc il ne faut pas mettre en place la même politique pour un État qui a enregistré moins d'une centaine de cas. C'est une situation très différente de celle de New York, où il y a des milliers de cas et beaucoup de morts. Comment expliquer qu'il y ait plusieurs rassemblements avec peu de manifestants contre les différents confinements? Les manifestations contre les différents ordres de confinement sont vraiment indissociables de l'individualisme américain. Vous savez, il y a un Français dont nous parlons souvent aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est pareil en France. Il s'agit d'Alexis Tocqueville, qui s'était rendu aux États-Unis initialement pour examiner notre système carcéral et qui a finalement écrit un ouvrage en 2 volumes intitulé « De la démocratie en Amérique ». C'est un travail formidable, toujours d'actualité aujourd'hui. L'une des choses qu'il dit sur les Américains est qu'ils sont très indépendants et très optimistes. C'est cet esprit américain d'indépendance qui s'illustre dans ces manifestations, je pense. Nous n'aimons pas un État fort. Nous n'aimons pas qu'on nous dise quoi faire. Dans la mesure où dans certains États, les Américains ont estimé que les gouverneurs usaient trop de leur pouvoir, ça a été un objet de contrariété. Et aussi l'optimisme dont Tocqueville parlait, c'est que oui, nous pouvons nous en sortir et retourner au travail et faire marcher l'économie. Donc c'est indissociable de l'identité des Américains dans la culture américaine. Le poste de gouverneur est similaire à celui de président. Si l'État était un pays, le gouverneur en serait le président.
Donc les 50 États ont chacun leur gouverneur. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, est aujourd'hui très populaire. Mais avant cette crise, sa cote de popularité était plutôt basse. C'est en partie lié à la façon dont il apparaît à la télévision. Très à l'aise, cette façon paternelle d'être à la fois gentil et bienveillant à l'égard des citoyens de son État, mais aussi d'être un peu strict et de leur dire qu'ils doivent faire attention et l'écouter. Face à cette crise, la popularité de Trump est-elle en hausse ou en baisse? Sa cote a augmenté et baissé un peu. La particularité avec Donald Trump, c'est soit on l'adore, soit on le déteste. Il n'y a pas beaucoup d'entre deux. Donc ses partisans qui l'adorent pensent qu'il fait un super boulot. C'est un président populiste, donc oui, il parle pour le peuple. Et ceux qui ne l'aiment pas disent « Regardez tous ses défauts, regardez tout ce qu'il fait, c'est de la folie. Nous avons besoin d'un meilleur leadership. » Mais ces deux catégories ne peuvent parler qu'avec les gens qui sont d'accord avec eux. C'est compliqué de voir des points d'accord entre eux. Avant de voir, Antoine, comment le chef de l'État français, lui, s'en sort jusqu'ici avec sa communication de crise, on s'est rendu compte en préparant cet épisode tous les deux que les différences de gestion de la pandémie, en fait, elles allaient bien au-delà des gouvernants et elles se retrouvaient même de façon très concrète dans nos vies à l'un comme à l'autre. Oui, par exemple, ici à Washington, on est confiné depuis le 1er avril. Dans les supermarchés, par exemple, on nous oblige à porter un masque ou en tout cas, on nous oblige à porter un foulard ou quelque chose qui nous protège le visage. Je me souviens, il y a quelques semaines, j'étais dans un supermarché dans le centre de Washington et à côté de moi, il y avait un monsieur qui faisait ses courses avec son caddie et il n'avait pas de masque. Et deux employés du supermarché sont venus lui demander, l'intimer de mettre son masque. Il a refusé, il est parti, il a laissé son caddie en plan. C'est pareil en France, Thomas ? Non, pas du tout, c'est ça qui est étonnant. Pour parler très concrètement, moi quand je vais faire mes courses, la plupart des gens ont un masque, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et si quelqu'un n'en a pas, personne ne va l'empêcher ou le sortir du magasin s'il n'en porte pas. Il y a aussi la question de la distanciation sociale. Tu évoquais tout à l'heure, quand on parlait de Trump, de sa visite dans l'usine, les 6 feet away. On se rend compte que la distance, c'est pas la même d'un pays à l'autre. Nous, c'est 1 mètre seulement. L'État dans lequel tu vis, qui est donc le district de Columbia, là où est la ville de Washington, et la France, l'accès à un élément qui est crucial dans cette pandémie, qui sont les tests, est très très différent. Oui, c'est finalement assez simple de se faire dépister. Moi, par exemple, il y a quelques jours, j'ai ressenti quelques symptômes légers. Mon colocataire, lui, a perdu l'odorat. Donc en fait, tous les deux, on s'est dit, bon, il faut peut-être qu'on aille se faire dépister. Je suis dans ma voiture, dans une file d'attente. Et ça fait une bonne quinzaine de minutes qu'on fait la queue en voiture sur une ligne réservée de la route délimitée par des plots oranges et encadrée par des policiers. Et au loin, je vois 2 voitures de police avec un grand panneau où il y a marqué Covid Test Site, donc site de test du Covid. Là, il y a une femme qui passe et qui nous demande « Keep your window up ». Donc fermez votre fenêtre et put your ID on the dashboard. Mettez votre carte d'identité sur le pare-brise. Donc je mets ma carte d'identité de Washington et Emmanuel sa carte d'identité française. Ça fait environ 45 minutes que nous faisons la queue et il y a encore une petite dizaine de voitures devant nous. Voilà, ça va être à notre tour. Hello. Donc elle me demande d'ouvrir ma fenêtre. Hello, how are you? Vous avez déjà été testé? Ok. Mettez la voiture en mode parking. Yeah. Okay, so what we're going to do, good news, bad news. Good news, last 5 La bonne nouvelle, ça dure 5 secondes. La mauvaise, ça ira tout au fond de votre nez. Yep, can you roll your window all the way down? Baissez complètement la fenêtre. Take your mask down for me. Enlevez votre masque, reculez la tête et levez le menton. Ok. All right, you ready? Tilt your head back. Awesome. I know it's not comfortable. Je sais, c'est pas agréable. I know it's not comfortable at all. That's it, you're all done. Ça y est, c'est fini. Oh là, ça m'a fait pleurer. Ah oui, tu pleures, Antoine. Un peu. Antoine est en larmes. C'est ça, non mais ça va. C'est une sensation pas très agréable, c'est une espèce de tige, un espèce de coton-tige qu'ils enfoncent à l'intérieur. Dans le nez, ils vont tout au fond. Donc voilà. Et ensuite, ah oui, c'est ça, elle nettoie ses gants avec du désinfectant. Les
Les tests, pour le coup, côté français, ça reste un vrai problème et il y a un vrai problème d'accès pour le moment. C'est réservé, c'est plutôt normal, aux soignants, mais pour la population en général, ça se fait vraiment au compte-gouttes. Moi, j'ai aussi eu des symptômes, comme toi, il y a quelques semaines, pour le coup. Et j'ai pas été testé. Une téléconsultation et puis ça a été tout. S'il était assez simple de se faire dépister à Washington, l'accès aux tests est loin d'être le même partout aux États-Unis. De mon côté, je me suis demandé aussi, Antoine, ce que la communication du plus haut sommet de l'État en France nous disait à la fois sur la gestion de la crise et sur nos dirigeants. Et j'en ai parlé avec un spécialiste des relations entre com et politique. C'est un historien, il s'appelle Pierre-Emmanuel Guigaud. Il est enseignant-chercheur à l'université Paris-Est Créteil et à Sciences Po Paris. Et ensemble, on a d'abord évoqué Emmanuel Macron, en commençant par le choix des mots opérés par le président de la République pour s'adresser aux Français. Est-ce que ce vocabulaire martial, qui a été très commenté depuis, signifiait selon lui ? Bon, clairement, il y avait cette idée d'apparaître comme le rassembleur de la nation. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que clairement, il y a eu une répartition des rôles. Alors, je ne sais pas si elle a été pensée entre eux ou si elle s'est faite naturellement. Entre d'un côté le chef de l'État, qui a vraiment joué sur ce registre-là, c'est-à-dire à la fois rassurer la population en disant oui, c'est grave, mais en même temps, on va réussir ensemble, on va se souder, on va se coaliser, il faut faire ce qu'il faut. Mais qui est toujours resté finalement dans les grands discours, assez grandiloquents, assez longs souvent. Et puis après, en général, eh bien, tout ce qui était précision, tout ce qui était annonce concrète, qui était laissé du côté du Premier ministre. Hein. Ce qui est notable dans la communication du plus haut sommet de l'État dans cette séquence, c'est la concentration, en tout cas la sensation de concentration de cette communication sur une poignée de personnalités, comme s'il y avait eu la volonté de ne pas diluer justement les messages et de donner l'image d'un État plutôt fort et plutôt centralisé, un président, un Premier ministre et quelques ministres uniquement qui prennent la parole. Oui, alors les toutes premières semaines de confinement, les tout premiers jours, il y a eu une voix un petit peu plus éclatée, puisqu'on avait à l'époque, certes le président et le Premier ministre qui avaient les voix prépondérantes, mais on voyait Bruno Le Maire beaucoup plus souvent, Sibeth Ndiaye qui intervenait régulièrement et là aussi ça a beaucoup fait parler parce que ces interventions n'ont pas forcément rajouté de la clarté. Et puis on a eu également le ministre de l'Agriculture qui avait expliqué que les Français devaient aller au champ. Donc c'est un petit peu plus récent, c'est justement en voyant que cette stratégie de diversité des prises de parole amenait plutôt du dissensus et de la confusion. Au final, ils ont sans doute préféré une stratégie d'unification de la parole autour de 2-3 têtes, sachant que l'opinion là-dessus, elle est très ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, la popularité du Premier ministre et du Président monte, ça c'est assez classique. Dans les périodes de crise, il se produit ce qu'on appelle un rally around the flag. C'était étudié par des sociologues américains, notamment un qui s'appelle Muller, et qui avait bien montré qu'il y avait une forme de coalition derrière la figure du chef de l'État dans les phases de crise. On l'a constaté pour François Mitterrand lors de la guerre du Golfe, pour George Bush lors des attaques du 11 septembre, plus récemment pour François Hollande et Emmanuel Valls au moment des attentats de 2015. Donc là, on revoit le même phénomène, peut-être un petit peu plus réduit, mais ça n'a rien de très original. Par contre, quand on regarde est-ce que vous faites confiance ou pas au gouvernement pour résoudre la crise, là, on a des avis qui sont très largement négatifs et qui ont même tendance à s'amplifier au fur et à mesure que la crise dure. On peut imaginer que pour le coup, nos deux présidents, Antoine, ils vont rapidement tenter de mesurer quel gain ou quelle absence de gain, politiquement parlant, cette crise et la manière, on l'a vu par bien des aspects très différents dont ils l'ont abordé, leur aura rapporté. Ouais, et ici, aux États-Unis, Thomas, on verra rapidement les conséquences politiques de la gestion de la crise par l'administration Trump et par le président américain lui-même, car l'élection aura lieu en novembre, dans 6 mois pile. Donc quoi qu'il arrive, cette crise, eh bien, elle sera au cœur d'une campagne présidentielle qui est pour l'instant totalement inexistante. C'est la fin de cet épisode de 2020, le podcast Made in America de l'agence France Presse. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à le partager à vos amis sur vos réseaux sociaux et à lui laisser plein de petites étoiles sur votre appli de podcast préféré. Un grand merci à Binge Audio pour cet épisode franco-américain à 2 voix avec mon compère Thomas Rozek, à la réalisation Quentin Bresson, David Carzon pour la coordination. Merci aussi à Laurent Nicolas, Colline Salois et Brigitte Dussault, ainsi qu'à toutes les équipes de l'AFP à Washington et à Paris.
portez-vous bien, à vendredi prochain, américanement vôtre.